Cool. Bon matin. Cool. Bienvenue. Salut. Aujourd'hui, je parle avec Christophe Roy de Fizzle. J'espère que c'est Fizzle, je le prononce bien, hein? C'est ça, ouais. OK, cool. On fait un business audit. On deep dive dans la business. On regarde qu'est-ce qui était parti, comment, pourquoi, qu'est-ce qui bloque, où est-ce qu'on s'en va. Si vous venez de nous joindre puis vous venez d'arriver, faites-nous un salut, dites-nous dans quelle type d'industrie vous êtes, quel genre de business. Christophe est curieux. Ben, moi aussi. C'est le fun de savoir qui est là. Puis, en tout temps, aujourd'hui, c'est un audit, fait qu'on pose plein de questions. Si vous avez des questions ou vous voulez rebondir sur des trucs qu'on dit, dites-nous en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi mettre un petit emoji à côté pour qu'on les voit. S'il y a une grande foule et qu'on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, on va essayer d'y arriver à some point. Christophe, bienvenue. Merci Amélie pour l'invitation. J'étais vraiment excité quand tu m'as dit que tu allais découvrir, étaler tous nos secrets d'entreprise devant tout le monde. Je trouvais que c'était quand même intéressant comme opportunité, surtout que en ce moment, avec l'intelligence artificielle, des fois, on a beaucoup de préfaits sur les réseaux sociaux, que de l'avoir un peu en live comme ça, un stream, c'est quand même excitant. Moi, je suis quand même vraiment content d'être avec toi. Je suis contente que tu aies accepté. Je réalise maintenant qu'il y a de plus en... pas de plus en plus, mais moi, je suis rendue très à l'aise de faire des lives parce que j'en ai fait beaucoup, mais des fois, j'invite des gens qui sont comme vraiment intimidés par l'idée que ça soit live sur LinkedIn. Fait que je suis... j'apprécie énormément que le monde soit willing de s'essayer. Puis, c'est moins intimidant que ça semble, je pense. Mais je En tout cas, en ce moment, je vois pas personne qui a encore commenté dans le chat. Fait que peut-être qu'on parle juste à deux. C'est peut-être une conversation comme on avait 15 minutes plus tôt, là. Fair enough. Dans tous les cas, il y a probablement du monde qui vont l'écouter en replay. Si c'est votre cas, salut. Puis vous pouvez quand même, sentez-vous très libre d'écrire des commentaires. Puis on va quand même y répondre après parce que LinkedIn va nous dire que vous avez mis un commentaire. C'est ça. C'est pas une conversation qui est comme méga structurée avec ma liste de questions, mais j'avais envie de faire un deep dive dans le business. Puis j'ai fait un post sur LinkedIn, j'étais comme, hey, qui serait down? Christophe m'a écrit, on se connaissait pas, on s'est parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que je suis quand même somewhat pas trop préparée dans l'optique de, on fait une découverte ensemble, puis je vais poser des questions à brûle pour point. Mais en tout cas, bref. Est-ce que tu veux commencer peut-être par présenter un peu ce que tu fais en quelques minutes? C'est quoi Fizzle? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ça fait combien de temps? Let's go. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, I guess? Ouais, let's go. Donc, ceux que j'ai pas eu la chance de rencontrer, on est un petit écosystème ici à Montréal. Je l'imagine qu'on a plusieurs qui vont nous écouter, qui vont venir de Montréal. Mais tous ceux que j'ai pas eu la chance de rencontrer encore, je m'appelle Christophe. Je suis CEO et fondateur de l'application mobile Fidzol. Fidzol, ça a été développé, ça fait 3 ans qu'on est en train de développer ça. Depuis ces 3 dernières années-là, on s'est classé dans les meilleures applications mobiles sur l'App Store et Google Play. On a été classé devant QuickBooks pour travail autonome. On a été classé devant aussi d'autres grosses plateformes aussi. Et dans les dernières années, on a réussi, en fait, cette année, on a réussi à atteindre le million de dollars qui a été facturé par notre plateforme. Donc, Fidzol, c'est une application mobile pour les travailleurs autonomes et on les aide à tout ce qui est la planification, la facturation, puis le suivi des paiements pour finalement automatiser tout ce qui est leur workflow de travail. Et puis, par rapport à l'écosystème, j'en parlais un petit peu, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup d'accélérateurs ici au Québec. On a eu la chance de faire pas mal les plus gros. Mais on a aussi la chance de faire des accélérateurs à l'extérieur du pays, donc à San Francisco avec Launch. C'est Okay. Jason Calacanis qui a fait ça. Et puis, c'est un des premiers investisseurs chez Uber. Fait que là, on a été là-dedans là, durant il y a 2 ou 3 mois. Fait que ça montre pas mal où est-ce qu'on en est. Mais je pense aussi que c'est intéressant de savoir où est-ce que ça part. Puis ça, c'est une petite histoire, là, ça vient vraiment de mon côté. Là. En ce moment, on est deux cofondateurs dans l'entreprise. On s'est rencontrés il y a 3 ans à Polytechnique Montréal. Et puis, ça s'est fait quasiment sur un coup de tête. Je suis allé voir Dominique, que justement, son bureau est en arrière de moi. Puis il me dit, ben écoute, moi, ma mère a fait de l'entretien ménager. Et c'est un vrai bordel. En fait, c'est mon père qui fait son horaire, c'est mon père qui accepte ses paiements pour elle et tout. Elle a aucune connaissance en technologie. Comment est-ce qu'on peut faire de quoi qui est le plus simple possible pour elle? Fait que c'est vraiment de là que c'est parti, puis qu'on a développé cette application mobile-là durant les 3 dernières années-là. Mm. Puis,
En ce moment, fait que là, tu dis, vous avez été accompagné à plusieurs incubateurs, tu as avancé, tu as quand même significativement de traction. Tu dis, là, vous avez à peu près 1 million En de trucs facture qui a été envoyée assurés. au Québec. Ouais. Fait que ça fait combien de temps que vous êtes up and running, I guess? L'application, elle est disponible sur l'App Store et Google Play depuis 1 an et demi. Donc, ça a OK. été. En fait, ça nous a pris. Puis ça, c'est fun fact, puis je trouve que c'est très représentatif de tout ce qui est entrepreneuriat. Moi, à l'origine, je suis pas quelqu'un de technique, donc il a fallu Ouais. apprendre à développer. J'avais pas nécessairement de connaissances non plus en design, en développement de produits, etc. Donc, on a pris 1 an pour développer le produit, 1 an pour réussir à mettre ça sur les stores. Et Mhm. là, justement, ça fait 1 an et demi qu'on a cette croissance-là, puis qu'on est rendu au stade où on est actuellement. Là. Puis vous êtes, toi et ton partenaire, vous êtes à temps plein depuis cette période-là? Ouais, OK. Ton ouais, c'est ça. partner, Dans le fond, mon partner, il a fait il avait travaillé à l'époque là, chez Shopify pendant 1 an ou 2. Et mhm. puis, dès qu'il a fini son contrat, en fait, il est embarqué dans la startup à temps plein avec nous autres. Là. OK. Puis lui, est-ce que c'est. Là, tu disais, toi, il faut que tu apprennes à coder. Est-ce que c'est lui aussi, Lui, il il est code? CTO. Lui, c'est le gars de tech. Là. OK. Je dirais que c'est pas mal le meilleur développeur que j'ai rencontré de ma vie, là, en fait. Là. Nice. OK. Fait que t'as pas. C'est pas toi qui code en plus de faire tout le reste. J'ai collé pas mal. Je me Ou un considère peu. quand même, OK. tu sais, surtout avec 1 an dans les débuts. Ça a été souvent quand on part une entreprise, c'est un peu malsain, là, tu sais, la charge de travail qu'on va se donner. Puis pendant la première année, c'était du 80-90 heures facile par semaine à Mhm. juste apprendre à coder. Ça fait en sorte qu'on s'est souvent concentré plus sur le produit finalement que sur l'entreprise. Je pense que si je calcule mon temps overall dans tout ce qu'on a fait, 95 à 98% du temps que j'ai alloué à Fitzol depuis le début, ça a été concentré Mhm. sur le développement du produit et non sur le développement de l'entreprise, qui est quand même aussi très intéressant tu sais, dans le parcours qu'on peut voir. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que ouais, quand même un peu de développement de mon côté aussi. Design, ça c'est pas mal mes forces aussi. Et puis niveau CTO, niveau vraiment plus technique, déploiement, cybersécurité, ça va être plus Dominique, mon cofondateur. Ouais. OK. Puis en ce moment, est-ce que vous avez des employés ou c'est juste vous deux? Alors, on a eu des employés. On a mis un terme à nos employés parce qu'ils étaient à l'extérieur du pays. Puis il fallait qu'on Mhm. reste un peu plus à l'interne. On est monté jusqu'à 10 employés à un certain stade. Stagiaires et employés, je calcule les deux. Des fois, dans Mhm. les débuts, c'est plus facile de travailler avec des stagiaires financièrement, surtout en mode J'ai fait startup. la Là. même chose. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, surtout en mode startup, c'est plus facile. Puis le gouvernement est quand même généreux aussi sur les appuis financiers qu'il donne quand Mhm. tu travailles avec des stagiaires ici. Mais là, depuis, je dirais, 6 mois, surtout quand on a commencé à rentrer dans des incubateurs, des accélérateurs, on a commencé à se concentrer un peu plus sur l'aspect entreprise, Mhm. développement d'entreprise que l'aspect produit. Là, Ouais. on avait moins besoin de justement cet effort-là, mais surtout, on voulait se distancer de tout le temps être ramené finalement à travailler sur la technicalité du produit. Fait qu'on on a commencé justement à se distancer pour se concentrer sur l'entreprise, fait être juste les deux à le faire, en fait. Ouais. Mhm. Fait que là, en ce moment, tu dis, tu as passé un quand même gros pourcentage de ton temps à travailler sur le produit plus que sur la business. Fait que là, tu es en train d'essayer de revenir à, on va travailler plus sur la business. C'est Je ce que je dirais, comprends. non seulement je reviens, mais j'ai même supprimé tous les outils de développement logiciel que j'avais sur mon ordinateur. OK. Ça veut dire tout ce qui est ceux qui font un peu de programmation, là, ça, là, les VS Code, tout ça, ça a été supprimé de mon ordinateur pour se forcer à faire ce changement-là. Parce que quand tu es 2 ans, quasiment trois, à te concentrer sur un produit, ben c'est un peu facile de rester dans ta zone de confort. Puis, Mhm. ça a été un move qu'on a décidé de faire, en fait, je dirais, il y a 1 mois environ. Là. OK. Ouais. Ouais. Puis là, Fait tu es que, à un point. Vas-y. non, non, mais je veux dire, c'est quand même surtout tu sais, dépendamment les gens sont dans quel secteur d'activité. Dès que tu tombes dans le technique, c'est facile de justifier, de commencer à travailler sur le produit, de continuer à commencer à travailler sur les fonctionnalités. Puis, je dirais, c'est même pire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. En ce moment, c'est une erreur. Je pense que, moi, je le considère comme une erreur jusqu'à un certain point. À un moment donné, si tu essaies de Mhm. vendre et tu n'as pas de produit, ben, t'es pas plus avancé non plus. Mais si tu restes trop longtemps dans ce cercle vicieux-là, je pense que tu peux perdre des opportunités en même temps. Tu sais. Mhm. Mais quand tu dis d'essayer de vendre sans avoir un produit, est-ce que tu veux dire par rapport à tu sais, faire des fausses promesses ou tu parles plus de Non, comme ben, tu la sais, valeur même, que. je dirais, puis on l'a déjà fait, tu sais, à un moment donné, on s'est ouvert une bouteille de vin, puis, tu sais, on chialait sur la vie à quel point le développement de produits c'était difficile. On a eu sur un coup de tête, on a décidé de
de partir d'une petite entreprise très produit pour commencer. On a déjà monté un site web Shopify en une soirée, affiché en fait sur un Canva des styles d'aimants, puis après on a décidé de les vendre, mais on n'avait pas de produits encore. On a fait faire ces produits-là après. Fait que le fait de Mm. vendre avant même d'avoir ton produit, je pense pas que c'est quelque chose qui est nécessairement néfaste. Par contre, c'est si tu t'en vas dans du développement technique, dans du logiciel, puis tu essaies Ouais, de vendre quelque chose qui n'existe pas déjà, ben, tu peux sous-estimer, surtout quand tu n'as pas les compétences techniques, tu peux sous-estimer le temps de ça développement que ça implique, va ouais. prendre parce que sais, de notre côté, je sais que ma plus grande faiblesse comme entrepreneur, c'est d'estimer le temps que ça prend pour développer un produit. Je mets fois 3 actuellement à chaque fois que je me donne un délai, en Mm. fait. C'est ça la Ouais. règle de base actuellement. Tu sais. Ouais. Mais je pense que, pas juste par rapport au développement, là, je pense que c'est aussi un stéréotype pour bien des affaires en business, là. Les gens estiment que faire tel truc va prendre 2 semaines, puis t'es comme, c'est comme les nouveaux sites web. Dans 3 mois, je vais avoir mon Tout. application mobile. Ça, je l'ai tellement dit. Je pense que je l'ai dit pendant 9 mois, mais c'est fou parce que en ce moment, tu sais, on rentre dans des incubateurs puis on voit des gens qui sont au stade où est-ce qu'on était à l'époque. Puis quand on entend 3 mois, nos oreilles saignent parce que une application mobile, surtout nous, on est un peu plus spécialisé dans tout ce qui est mobile. Je veux dire, le coût d'entrée, quand tu regardes sur le marché, c'est un 500 000 en partant de faire développer une application mobile. C'est pas quelque chose qui est facile, qui est accessible non plus. Puis c'est de ne pas le sous-estimer, tu sais. Mhm. Ouais, je pense qu'il y a aussi eu pas un écœur en titre, là, mais tu sais, si tu regardes en genre 2011, 2012, 2013, dans le temps que tout le monde voulait leurs apps, puis là, il y avait des apps pour faire tout et n'importe quoi. Tu sais, je sais pas si la pertinence ou tu sais, le médium a été comme Je pense validé, que, dans le sens, tu ouais. sais, il y a des gens qui pensent qu'ils ont besoin d'une app, mais que finalement, c'est pas le meilleur moyen de faire ce que tu essaies de faire, you know? Moi, personnellement, ma règle de base, c'est si ton utilisateur ne va pas l'utiliser au moins une fois par semaine, c'est pas une application Mhm. mobile. Ouais, Une application mobile, c'est fait pour être sur le téléphone. Ça donne des gros avantages. Par ouais. exemple, tu peux envoyer des notifications push. C'est-à-dire que tu es capable d'interagir, puis de communiquer, puis tu sais, de connecter avec ton utilisateur d'une façon que tu n'es pas capable de le faire avec les autres plateformes. Mhm. Euh, mais en même temps, tu as un défi majeur, puis ce défi-là, c'est comme si tu as deux gros murs à l'acquisition de ton client. C'est-à-dire que Mhm. ton App Store, ton Google Play est littéralement la barrière à l'entrée. Si tu fais un parallèle, mettons, avec le web, tu vas avoir du tracking entre ta publicité puis la personne qui est rendue dans ton compte puis Ouais. son type d'activation et tout. Mais à partir du moment que tu travailles sur du mobile, l'App Store va bloquer tout ce qui est relation d'un à l'autre. C'est-à-dire, tu peux pas avoir le tracking. Tu sais pas qui ton utilisateur est ou comment Mhm. qui va être capable justement de te rapporter plus, c'est quoi les tendances, c'est quoi les comportements selon où est-ce que tu es allé le chercher. Fait il y a des défis qui sont vraiment qui sont présents, mais qui sont souvent oubliés, qui sont sous-estimés. Un autre défi qui est majeur aussi, c'est si tu veux faire une mise à jour sur une solution qui est web, ça prend 5 minutes à faire dans le sens où c'est déployé, c'est fait, il n'y a personne qui va juger ta mise à Mhm. jour ou quoi que ce soit. Sur l'App Store, c'est parce que tu peux en avoir pour 24, 48, même plus d'heures que ça avant même que ça soit accepté. Puis tu dois être capable de gérer tes versions d'une à l'autre aussi, parce que c'est pas toi qui décides quand est-ce que c'est mis à jour. Il y a quelqu'un qui peut être 3 versions en arrière de la nouvelle mise à jour, Mhm. tu sais. C'est vrai. Ça vient avec des défis pour eux. C'est super intéressant. Fait que, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit à la base, ça prend une application mobile? Puis là, tu sais, on se parlait brièvement, tu disais que, on parlait de distribution un petit peu hier. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as réalisé? Est-ce que ça a changé ta vision de où est-ce que ton application s'en va? Tu sais, où est-ce que tu es rendu maintenant par rapport à la vision que tu avais initialement? Puis les prochaines années, mettons. Comment tu vois l'évolution de ta business en ce moment? Mais je pense que ça, on est vraiment 100% honnête. Puis je pense que c'est ça aussi l'idée de faire un live, c'est d'y aller un peu plus comme dans l'ouverture et tout. Puis la réalité, c'est on s'est pas posé ces questions-là au début. On s'est dit, ah, ben, une application mobile, c'est cool, on va la développer en 3 mois, puis ça va être prêt, c'est ce que je disais tantôt. Donc, on s'est pas dit, ça va prendre 1 an parce qu'il faut apprendre à tous les processus, le déploiement, etc. Mhm. Euh, fait que j'ai l'impression que c'est plus c'est plus à cause du contexte, c'est plus à cause du parcours qu'on a fini à être dans du mobile. Mais Mhm. en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, je le conseillerais? Euh, ça vient avec des questions importantes. J'en ai déjà, tu sais, déjà le fait que est-ce que ton utilisateur va l'utiliser à chaque semaine? C'est une question importante. Mais ça va au-delà de ça aussi, c'est de dire, bon, mais où est-ce que le mobile s'en va dans les prochaines années? Ouais. Clairement qu'il va y avoir des grosses applications mobiles qui vont sortir.
dans les dans les prochaines années et tout, on en voit aussi déjà qui prennent de l'ampleur et tout. Puis il y a encore de la place à avoir du jeu. Mais il faut pas oublier qu'il y a 1000 applications par jour qui sont déployées sur l'App Store actuellement. C'est quand même Ouais. vraiment beaucoup, beaucoup de compétition. C'est sûr, il y en a beaucoup qui sont dans les jeux, mais malgré tout, ça reste que c'est beaucoup de compétition. Puis, faut que ton application, tu sais, une question qui est vraiment intéressante, c'est, je te pose, en fait, je te lance la question, Amélie, c'est combien d'applications tu vas utiliser à tous les jours sur ton téléphone actuellement? Comme sincèrement, tu sais. Je pense que la seule que j'utilise presque. OK, deux. La météo. Google Maps, je l'utilise beaucoup, mais pas tous les jours. Puis chess.com. Chess.com? Ouais, je vous ai check sur mon téléphone. Mais c'est comme pas mal les seules apps. Tu sais, comme l'application de ma banque, après ça, c'est dans le top. LinkedIn, Gmail. peut-être? Gmail, ouais, LinkedIn. Ouais, Tu sais, j'utilise beaucoup sur mon ordi, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup sur mon mais téléphone. combien vaut chacune de ces plateformes-là? C'est combien sur les 1000 qui sortent à tous les jours? Tu sais, c'est tellement Ouais. infime comme. Fait que j'ai l'impression que si tu veux développer une application mobile aujourd'hui, tu dois partir, pour te donner un maximum de chance au moins, là, tu dois partir d'une certaine forme de reconnaissance d'une façon ou d'une autre, que ce soit une entreprise, et puis on en voit Mm. beaucoup des entreprises qui vont développer une application mobile pour connecter plus facilement avec leurs utilisateurs. Faut que tu aies déjà un point de départ pour ramener tes gens après sur ton mobile. Partir de zéro, c'est vraiment difficile. Mhm. Tu veux dire étant que l'application mobile est le one source of truth. Ouais, exactement. En même, tu sais, tu veux, nous, on a travaillé vraiment fort sur tout ce qui est, t'as les équivalents, là, le SEO pour faire ressortir ton site web plus rapidement sur Google, ben, t'as l'équivalent qui Mhm. s'appelle le ESO sur le mobile. Ouais. On a travaillé à utiliser des bons mots-clés, etc. Mais au final, s'il y en a un qui est comme, il y a 1 million de téléchargements, puis t'en as un autre que, il est rendu à 10 000, ben, il y a quand même t'as un mur devant toi. Tu sais, j'en ai parlé Mhm. tantôt, t'as un mur devant toi. L'App Store est un mur devant toi. Puis ils peuvent décider du jour au lendemain de dire comme toi, on refuse tes mises à jour à partir de maintenant. Puis on en a vu des entreprises qui valaient des millions de dollars, qui étaient juste mobiles, mais qui étaient, en étant dépendantes sur l'App Store ou Google Play, Ouais. finalement, se sont fait bloquer du jour au lendemain, ont fait faillite. Tu sais. Les investisseurs, surtout en VC, ça voulait plus investir parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de solution à court terme. Il y a un risque quand même d'être autant dépendant finalement de tu sais, ces entreprises-là qui sont aussi Ben, gigantesques. je pense que ce risque-là est présent dans plein de types de business aussi. Tu sais, l'autre affaire qu'il faut comprendre en compte aussi, c'est que quand tu es sur le App Store, tes revenus sont axes de comme c'est quoi, 30% des cotes de Ça l'a changé Apple. récemment. Ça l'a changé récemment, dans le fond, Spotify, euh, ouais, c'est ça. Spotify ont poursuivi l'App Store et Mhm. puis ils ont finalement gagné. C'est pas les premiers qui ont poursuivi, mais ils ont finalement gagné. Ouais. Tu es capable de externaliser le lien de paiement et puis Mais ça fait Apple ne peut longtemps, plus ça, refuser. non? Avant, tu étais Que à Spotify, il faut que tu 30%. aies en ligne pour ça, right? Exactement, mais depuis peu, ça fait comme quelques mois, tu es OK. capable d'amener l'utilisateur vers un lien de paiement à l'externe et tu n'es plus obligé de redonner un 27%. Mm. Parce qu'avant, c'était comme, dès que tu sortais, c'était comme autour de Ouais. 27%. Tu vas juste payer les frais de transaction finalement, comme Stripe ou peu importe le processeur de paiement que tu veux utiliser. Fait que tu t'en sauves un petit peu à ce niveau-là. Mais OK. oui, tu restes dépendant. Puis nous, ça a été une bagarre. En fait, pendant 4 mois, notre modèle d'affaires était beaucoup relié avec au lieu de monétiser directement la carte de crédit de la personne, on monétisait à partir des revenus de la personne. Donc, c'était tout le temps dans l'idée d'agencer finalement l'objectif de la personne avec nous, nos objectifs. Donc, si tu fais plus Mhm. d'argent, ben nous, on va récupérer aussi plus d'argent. Tu sais. Sure. Et puis, ce modèle d'affaires-là, on s'est battu avec Apple pendant au moins 4 mois pour essayer de le faire sortir sur l'App Store. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, en ce moment, est-ce que c'est ça que vous avez ou vous avez. Oui, on a ça. On a un modèle hybride maintenant. On a bifurqué vers un modèle hybride, mais c'est encore d'actualité comme système. Mhm. C'est Fait que, tu sais, intéressant. ça reste quand même que oui, puis d'ailleurs, même, je dirais, puis on en a parlé hier de distribution et tout, je pense que la distribution aujourd'hui, en fait, dans les 2 dernières années, elle a réellement changé. Euh, puis je dirais même que j'encouragerais, puis même nous, en fait, on se dirige de plus en plus vers ça, à s'appuyer sur des plateformes qui ont un flot d'utilisateurs continu, par exemple Shopify ou par exemple, tu sais, des plateformes sur lesquelles tu peux collaborer puis aller piger Mhm. finalement dans leur écosystème, plutôt que toi de construire ton écosystème, surtout avec Ouais. l'intelligence artificielle qui diminue finalement
l'avantage concurrentiel d'avoir de la technologie puis des features qui se développent au fur et à mesure. Mais le problème avec tout ce qui est mobile, puis c'est qu'en fait, c'est une barrière à l'entrée. Tu n'as pas grand-chose que tu peux faire. Tu peux pas juste l'utiliser comme étant un collaborateur. Tu t'en viens dépendant totalement. Puis il est là le risque. Fait que si on veut se lancer dans le mobile, je pense que c'est de garder ça en tête aussi, là. Interesting. Tu as dit qu'au début, là, quand tu as fait ton intro, que vous étiez mieux ranké ou est-ce que j'ai mal compris en termes de download par rapport à d'autres applications dans le même space comme QuickBooks et autres? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, quand tu dis que vous êtes mieux ranké, si vous êtes mieux ranké en ce moment sur le App Store que QuickBooks en termes de download ou c'est juste dans le sens que. En fait, ça change à chaque heure. Le classement de ton positionnement change à chaque heure. Tu peux le suivre facilement. Il y a des logiciels qui existent pour ça. Puis dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu vas avoir plusieurs catégories sur les stores. Tu vas avoir, maintenant la catégorie jeu, tu vas avoir la catégorie business. Nous, Ouais. c'est dans la catégorie business. OK? Si je me trompe pas, c'est les 300 meilleures applications qui sont classées, les autres ne sont pas classées. Et puis, dès que tu arrives dans le top 300, ben, tu es dans le Ouais. palmarès finalement de l'App Store et de Google Play. Et puis, ce que je mentionnais un peu plus tôt, c'est on s'est positionné devant QuickBooks Self-Employed, l'application, puis aussi Square Appointments. Fait que OK. ça nous donne une position, ça nous donne un comparable finalement avec ces autres plateformes-là, là. Comment vous avez accompli ça? Étant deux gars bootstrappés avec, Ouais. n'étant pas les ressources de QuickBooks, mettons, là. Ben, c'est un petit hack en fait qu'on a trouvé. Puis je vais le dire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être ça va en inspirer d'autres, même pour le SEO, parce que on était vraiment dans le ESO. Mhm. Mais il y a différents facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Premièrement, les revenus de l'application. Dès que tu as des revenus, tu as une chance d'être classé. Ne pas avoir de revenus, euh, OK. on n'a jamais été classé dans le palmarès sans avoir des revenus durant cette période-là. Fait que je pense Intéressant. qu'il y a une grosse relation entre ah oui, ça c'est une bonne application et l'App Store qui va faire des revenus sur ton application en fait. Mhm. Mais à l'extérieur de ça, c'est le volume d'utilisation, le volume de téléchargement, aussi la vitesse à laquelle les gens vont supprimer l'application une fois qu'ils vont l'avoir Mhm. téléchargée. Donc, s'ils font juste la télécharger, ils ne l'ouvrent jamais, mais c'est négatif. Si jamais ils la suppriment dans la journée qui suit, puis il y a un gros drop. Hein. Souvent, on pense à la rétention, c'est comme, les gens vont rester, je vais avoir 80% des gens qui vont rester, à un moment Ouais. donné, 60%. La réalité, c'est comme, jour 3, je pense qu'il a été tu as perdu 70% de tes utilisateurs Ouais. en partant là. Parce qu'il y a beaucoup de gens Euh, qui veulent l'essayer. Ils veulent l'essayer. Puis la réalité, c'est que en fait, là, on s'imagine qu'on se bat contre QuickBooks, on se bat contre Square. En fait, on se bat pour l'attention des gens, tu sais. Mhm. Nous, on a toujours eu en tête que le moment que tu allais ouvrir l'application pour la première fois, tu allais probablement être dans ta toilette, puis on a un range d'environ 3 minutes. Puis nos statistiques montrent ça aussi. Ouais. On a un range de 3 minutes pour te hook, puis te garder, puis que tu réouvres l'application. Mhm. Fait que ça, c'est deux des facteurs, le fait aussi de garder l'application sur son téléphone, la monétisation. Et puis après ça, c'est tout ce qui est au niveau du App Store Optimization. Donc, de la même façon que le SEO fonctionne pour ton site web sur Google, tu as Ouais. l'équivalent. Et le petit hack qu'on a trouvé, qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui a augmenté en fait de 270 000 notre visibilité sur l'App Store, ça a été d'utiliser des lettres connexes en fait aux réelles lettres que tu peux utiliser. Fait que, je me souviens plus c'est quelle lettre, mais je pense que c'est le Y, Mhm. I tu sais, de la Grèce, là, Ouais. est global en fait. Fait qu'il va prendre ceux qui vont chercher avec un clavier grec, mais ils vont Mhm. aussi prendre ceux qui vont chercher avec un clavier américain. Fait qu'en utilisant des mots spécifiques dans les titres, mais avec des caractères légèrement différents, on a été capable d'aller chercher un reach qui était beaucoup plus gros, puis de se positionner Intéressant. finalement dans. Ouais, fait que ça a été notre hack, puis ça a été instantané. À l'intérieur d'une semaine, on a vu comme les pourcentages exploser grâce à ça. Mais votre application, vu que vous êtes dans le domaine de la comptabilité, y a-t-il comme une implication fiscale qui fait que vous targetez un marché spécifique, genre le Québec ou le Canada ou les trucs comme ça, ou est-ce qu'il y a des applications n'importe où dans le monde?
Ben ça, c'est un autre défi du mobile aussi. En web, quand tu travailles, tu veux avoir un abonnement. Mettons que tu as un SaaS, t'as un Mhm. abonnement, ben c'est relativement facile. Peu importe la personne, elle est où, je veux dire, tu donnes ton lien, puis c'est réglé, tu sais. À partir du moment que tu es sur mobile, ben, les conditions, l'encadrement qui se fait aussi autour des plateformes est différent d'un pays à l'autre. Fait que quand tu releases ton application, tu releases pas par province. En tout cas, moi, j'ai jamais vu Mais je veux ça dire, se faire. si je reviens à l'exemple de ta mère qui faisait Ouais. l'entretien, là, je veux dire, Ouais. il y a des règles fiscales pour elle, comment elle gère sa business au Ben, Québec. c'est sûr que nous, c'était notre logique métier. C'est là-dedans qu'on se Mhm. spécialisait. Donc, on s'est spécialisé Ouais, en tout ce qui est comptabilité comme plateforme. Tu sais, je disais planification, facturation, recevoir les paiements. Ça, c'est la partie comme qui est le fun, mais mhm. en réalité, ça vient aussi avec recevoir tes rapports, ajouter tes taxes, Ouais. etc. Donc, on donne aussi tous les outils qui sont dedans. Fait que ça, c'est vraiment par rapport à la logique métier de notre plateforme. Puis oui, c'est des choses qu'on couvrait là, facilement. Là. Mais ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui est en Espagne peut faire. Parce que je veux dire, les lois puis la réglementation autour de quelqu'un qui est travailleur autonome là-bas puis ici, ils sont pas les mêmes choses, non? Mais oui, puis je suis d'accord. Mais justement, c'est juste là où je m'en allais avec mon affaire du Canada, c'est que Mm. quand tu releases pas nécessairement par province, tu releases par pays. Puis la raison pour Sure. laquelle on n'a pas release à l'extérieur du Canada, c'est justement à cause de ces règles-là, à cause de ces conditions-là. Nous, la logique de notre entreprise, la logique, le core, nécessite qu'on ait des adaptations quand on change, qu'on passe d'un pays à l'autre finalement. Ouais, Fait que on délimite finalement le niveau qu'on sert, la région qu'on sert. euh, par finalement les pays qui sont couverts par l'App Store, je comprends. un pays à la fois, mais c'est principalement finalement à cause de la logique de notre plateforme plus que quoi que ce soit d'autre. OK. Non, parce que tu disais quand le truc des lettres différentes, c'est quand Ouais, même. Ah, c'est dans le sens que la personne, si son clavier de téléphone est en grec, mais qu'elle habite au Canada, tu veux dire. effectivement. Puis il y en a étonnamment, il y en a énormément. Fait Ouais. que oui, c'est des recherches qui étaient faites au Canada. Fait que Ah c'est ouais, comme OK. clavier grec au Canada, il y avait des centaines de milliers de personnes qui cherchaient comme ça, visiblement. On a été capable. Puis c'est d'où le fait, je pense que c'est important d'avoir un côté technique, peu importe ce que tu fais, que tu sois un Mhm. développeur ou tu sais, un CEO, peu importe. C'est d'être capable de plonger dans le data toi-même, puis de finalement de trouver ces petits tweaks-là que tu peux aller jouer Mhm. dessus, puis qui vont te donner un avantage. Parce que, tu sais, là, on en a parlé hier, puis je pense on va en parler peut-être un peu plus bientôt, mais le côté distribution, tu peux pas juste te fier sur du paid ads, tu peux pas juste te fier sur oui, tu peux avoir une présence en ligne, mais mettons sur LinkedIn, je sais que toi, dans ton cas, tu es, très actif, mettons sur LinkedIn, mais de là à dire que je vais alimenter une plateforme avec des centaines de milliers d'utilisateurs de cette façon-là, personnellement, j'ai de la misère à le voir. Tu sais. Je suis sûr que c'est possible de le faire, mais c'est pas nécessairement dans mes champs de compétences. Par contre, fait que c'est ça. Fait qu'il faut trouver des petits tweaks pour être capable de se positionner correctement puis de sortir euh, finalement quand tu es recherché pour ce Mhm. type d'utilisateur-là. Tu sais. Ouais. Puis en ce moment, fait que si on vient un peu à comme on a parlé d'un moment, puis c'est super intéressant, là, je veux dire, on pourrait avoir comme une conversation d'une heure, je pense, juste sur la technologie, puis derrière les choix que tu fais, c'est super cool. Euh, la business en tant que telle, là, ça fait comme 2 ans-ish, un peu plus, je pense que vous serez là-dessus. Comment ça a évolué, puis faire quoi vous en êtes en ce moment? Vous êtes bootstrappé, vous n'avez pas raisé d'argent. Euh, est-ce que vous êtes en ce moment focus sur aller chercher des nouveaux utilisateurs puis ramp up votre user base? C'est quoi mettons, le 12 prochains mois, là, ça a l'air de quoi en ce moment? Ouais. C'est une bonne question. C'est quelque chose qui change vite, surtout quand tu es dans une startup. Mais je vais revenir au début de ta question qui est par rapport au bootstrapping. Puis Mhm. pourquoi les choix? Parce que je pense que c'est des questions qui sont très fréquentes d'une personne à l'autre, d'une jeune entreprise à l'autre, mais qui sont souvent aussi, c'est des questions qui sont mal comprises ou des fois pas réfléchies de la bonne façon. Et puis, donc quand tu lances ton entreprise, tu as différents modèles de financement. Ouais. Puis en réalité, tu serais la meilleure pour l'expliquer à ma place, mais nous, de la façon qu'on a été positionné, c'est de dire, bon, ben, soit tu t'en vas voir des banques pour avoir du financement puis développer ton Mhm. entreprise, mais sont relativement réticentes à donner de l'argent finalement, à prêter de l'argent à des entreprises qui sont considérées à haut risque. Donc, en Ouais. technologie, une startup, c'est considéré à haut risque, ça fonctionne pas 100%. très bien. Au Québec, on est chanceux, il y a plusieurs subventions qui existent, fait qu'on peut aller piger là-dedans, mais c'est pas nécessairement des gros montants, à moins que tu sois dans de la haute technologie au niveau médical ou même avec Mhm. l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas notre cas jusqu'à présent.
Et puis après ça, tu as l'investissement avec des fonds privés ou tu sais, et on va souvent entendre parler d'anges investisseurs et on va souvent entendre parler aussi de venture capital. Puis là, on est un peu plus dans du privé. Il existe d'autres sources de financement aussi, mais c'est souvent ça qu'on entend le plus souvent. Puis la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de bootstrap plutôt que d'aller voir un fonds d'investissement? On a été, on s'est souvent posé la question, mais à partir du moment que tu sais, tu vas chercher 1 million de dollars, mettons, pour le développement de ton produit, mais Mhm. il y a toujours le risque finalement que tu peux pas juste aller chercher 1 million de dollars en ayant une idée de produit. Il faut que tu aies une certaine forme de validation. Ouais. Puis pour avoir une certaine forme de validation, ben, ça demande du travail, ça demande du développement. Puis à un certain point, puis nous, on l'a expérimenté, c'est de dire, bon, ben, on aurait besoin d'argent en ce moment, mais il est trop tôt pour, on était au niveau de la Mhm. validation, on est encore en recherche de tweak le produit. Puis à un moment donné, tu réalises que, ben, j'ai peut-être pas tant que ça, finalement, besoin de cet argent-là parce que mon produit, il est relativement stable. Les gens l'utilisent. Donc, je suis peut-être capable de continuer sur cette patte-là. Fait qu'il y a comme un creux que nous, on a remarqué on a besoin d'argent, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, on n'avait pas tant besoin d'argent que ça. Puis je pense que Mhm. ce qui peut faire sortir de ce creux-là comme entreprise, c'est d'avoir trouvé une façon d'avoir une croissance exponentielle ou ish exponentielle avec l'argent que tu vas prendre. Fait que si tu Mhm. dis à chaque fois que on me donne 1 dollar, je suis capable de créer 2 dollars avec, mais Ouais. let's go, tu sais. Mais à l'extérieur de tout ça, tant que tu es aussi longtemps que tu n'as pas cette profitabilité-là sur l'argent que tu mets dans ton entreprise, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Fait que nous, on a décidé de bootstrap de cette façon-là. On a décidé de développer les produits à l'interne. Tout a été développé à l'interne en termes des fonctionnalités. Et puis d'arriver jusqu'au stade où on en est aujourd'hui. Puis là, maintenant, c'est se demander, bon, mais c'est quoi les prochaines étapes aussi? Surtout que je mentionnais qu'on veut se concentrer plus sur l'entreprise finalement que Ouais. le développement du produit. Tu sais. Puis, c'est décidément la croissance. Puis, je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir parce que tout le monde est capable de croître. Par défaut, le marché croît. Tu sais, on a quoi? C'est quoi la croissance normale? C'est quoi? C'est un 8%, 7%, j'imagine? Ouais. C'est ça, J'imagine que ça tourne un dans ces chiffres-là. Tu sais. maximum de Fait que ça. si tu vas pas chercher ça, tu es en décroissance, en fait. Tu sais, c'est comme Mhm. Ouais. c'est supposé être ta courbe normale, mais après, je veux dire, tout le monde est capable de croître avec un 7-8%. C'est ça que ton marché. Si tu crois, même si tu fais x2, ça, tu es autour de 20%, c'est pas énorme. Fait que nous, on est vraiment dans une étape où on cherche un facteur de croissance qui va être dans les multiples de 5 dans les multiples de 10 en fait, d'une année à l'autre. Puis je pense que ça, c'est un défi majeur parce qu'en réalité, c'est là que tu vois finalement ton product market fit. Tu es capable de convaincre une personne à la fois de prendre tes services, tu es capable de prendre, mais de répéter ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, là, ça devient intéressant, puis ça devient une game qui est un peu différente aussi. Fait qu'on est vraiment Mhm. de ce stage-là, de ce stade-là de dire, euh, on va croître, mais on va croître avec un multiple de 10 plutôt que de croître à 20% par année, en fait, là. Sure. Puis là, en ce moment, en ce moment, est-ce que vos revenus sont-ils suffisants pour vous payer, toi et ton partner? Puis, tu Ben, sais, on a tout êtes-vous le temps été, profitable? ouais. Actuellement, dans les derniers mois, on est profitable parce qu'on a ralenti l'investissement qu'on mettait dans Sure. tout ce qui était marketing et tout. Donc, l'investissement qu'on met, on récupère notre argent, mais on n'est pas dans des chiffres qui nous permettent de nous payer un salaire avec ça. Puis je trouve que c'est intéressant parce que, Mm. je vais prendre une gorgée d'eau, mais bien timé, mon affaire. Mais tu sais, je pense que c'est intéressant parce que le produit qu'on a passé le plus de temps à développer, c'est le produit qui nous a rapporté le moins en termes de, mettons, temps, énergie, Mm. jusqu'à présent. Tu sais, on a développé d'autres produits. Ici, là, j'ai parlé d'un exemple avec des aimants qu'on a fait en une soirée, tu sais, on en a vendu comme une centaine dans les 24 heures qui ont suivi et tout. Tu sais, c'était juste pour le fun. Mhm. Mais c'est là ce que je montre, puis c'est là que je montre un peu l'importance à partir du moment que tu es trop concentré sur le produit, puis que tu attends trop au niveau du développement, mais tu peux finalement être. Ça peut prendre toute ton attention, puis tu n'es pas concentré sur la bonne chose. Puis je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait moi en tant que fondateur d'entreprise, dans au moins une année sur trois. Je pense que c'est une année sur trois où j'ai mis trop d'attention sur le produit, puis
Là, tu vois, à partir du moment où tu veux justement créer cette entreprise-là, ben, tu es un peu plus, tu ouvres tes horizons un petit peu plus, puis tu cherches des modèles de distribution un peu plus, puis, mais ça ouvre aussi des opportunités. Là, en ce Mm. moment, on est concentré un peu plus sur le B2B plutôt que Ouais. le B2C. Et puis, ça ouvre des opportunités, mais ça ouvre aussi des solutions à laquelle on est capable, des problèmes à lesquels on est capable de répondre facilement. Puis je pense qu'ils peuvent accélérer même euh, la croissance, puis même les revenus de l'entreprise. Fait que, ouais, ça serait ma réponse à ça. Mm. C'est super intéressant. Est-ce que fait que là, en ce moment, quand tu dis que vous explorez le B2C, le B2B, Ouais. euh, c'est plus au niveau de vous explorez différentes méthodes de distribution ou est-ce que c'est plus, il y a une opportunité pour travailler avec des business qui fait que vous rentrez avec plus de users, fait que c'est juste, à place de convaincre une personne, je vais en convaincre une qui va en convaincre 200, genre. La question, c'est? Est-ce que c'est un produit différent ou c'est plus une façon d'aller chercher plus de users en que travaillant avec du B2C, B2B, je veux dire? C'est parti comme étant une façon d'aller chercher vraiment plus d'utilisateurs. Donc, on s'est fait demander par des entreprises, mettons, qui eux faisaient la connexion de travailleurs autonomes avec d'autres personnes, tu sais, plus dans Mm. la consultation finalement. Ah, ben, on Ouais. aimerait avoir une plateforme qui nous permet de connecter l'ensemble de nos travailleurs autonomes, leur offrir cet outil-là. Et puis nous, on peut se Mm. manage tout ça à partir d'un dashboard. Fait que ça, on a commencé à s'intéresser à cette partie-là. Et puis plus on a avancé, plus on a découvert finalement que dans tout ce qui est comme les entreprises, ils sont pris par un momentum ou même un statu quo, en fait, je dirais, qui Mhm. n'ont pas nécessairement été adaptés avec le développement de l'intelligence artificielle dans les derniers temps. Puis actuellement, je pense qu'il y a un gros marché dans ce secteur d'activité-là, dans tout ce qui est comptabilité, mais au niveau enterprise. Puis nous, on se dirige un peu plus là-dedans. Si je prends par exemple tu sais, nous, ouais, ben en fait, c'est ça. Moi, ça serait pas mal la réponse. Tu sais, l'idée derrière est en plus que c'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps, surtout quand tu es une startup. Je pense pas qu'on peut se dire comme dans 12 mois. Personnellement, j'ai jamais vu jusqu'à 12 mois. Mhm. Euh, L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins puis de voir quand une problématique est suffisamment importante que avant même d'avoir le produit, finalement, la personne va dire, ah oui, si tu me fais ça demain matin, je suis ton Ouais. client, en fait. Et là, on est vraiment là-dedans actuellement. Fait qu'on est en train de fine-tune finalement que l'offre au niveau du B2B, puis on a une porte d'entrée qu'on a découvert récemment sur laquelle on se lance là. Interesting. Fait que là, vous êtes en train d'explorer un pivot potentiel ou est-ce que c'est un autre produit dans une gamme, une suite? Ben, Fitzol tu sais, même Fitzol l'entreprise derrière Fitzol s'appelle Ludistech. OK? Fait que Fitzol est un produit de Ludistech. OK. Ludistech se concentre sur donner des outils pour accélérer tout ce qui est au niveau de l'optimisation finalement de ton travail, de tes workflows Mhm. et tout. Fait que Fitzol est un produit. Il n'y a rien qui nous empêche de proposer un produit connexe à Mhm. du B2B et puis de voir s'il y a une connexion potentielle finalement l'un avec l'autre. Mais derrière, on se définit pas juste comme étant Fitzol l'application mobile. Sure. Même si dans les développements. Puis je pense que c'est important, tu sais, si on se définit juste comme étant un seul produit, ben, ça nous empêche de penser à autre chose finalement. Fait qu'on se définit pas juste comme étant de l'application mobile, on se définit plus comme étant une entreprise qui, au niveau technologique, vient aider tu sais, à différents niveaux. Puis là, en ce moment, on voit des opportunités, surtout avec les AI. Tu sais, la réalité, c'est que Mhm. tout ce qui est SaaS, en 2021, on avait dans les 20 dernières années, si on exclut les 5 dernières années, dans les 20 dernières années, on avait tout le temps le même système, le même processus. Tu disais, si ton SaaS va atteindre le 10 millions, il y a des bonnes chances qu'il atteigne le 100 millions à un certain stade. Tu sais. Mhm. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est que t'as même plus, les features sont même plus un avantage compétitif. En réalité, tout se passe dans la distribution et tout. Fait que là, on est un peu plus concentré sur tout ce qui est AI, etc. à ce point-ci, là. Mhm. Puis, est-ce que toute votre suite ou votre écosystème de produits est comme dans la même chaîne de proposition de valeur? C'est que vous êtes tous dans les produits qui aident au niveau de la comptabilité ou c'est littéralement juste voici un software qui fait quelque chose pour quelqu'un? On est tout le temps lié on en a vraiment fait notre domaine d'expertise. Tout ce qui Mhm. est comptabilité, tout ce qui est un peu la réalité, c'est un peu la partie poche de l'entreprise.
t'es un fondateur d'entreprise, t'aimes pas tant ça faire la vérification de tes comptes payables, etc. Tu sais, Ouais. bon, je sais que toi, dans ton cas, t'aimes probablement ça, là, t'es un petit peu plus Oui. dans tout ce qui est finance, là. Mais je veux dire, à l'exception de toi, Je Amélie, je suis, je pense que suis l'exception, pas la règle. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. Fait que, avec cette exception-là, je dirais que la majorité des gens, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis même, tu as dû le voir avec les gens, c'est quand ils 100%. sont rendus à un stade, tu sais, c'est inévitable et ils sont en train de Absolument. perdre trop d'argent qu'ils sont là, je suis Mhm. mieux de me concentrer là-dessus que de développer quelque chose d'autre. Tu sais. Fait qu'on s'est spécialisé là-dedans. Notre gamme de produits, elle se poursuit là-dedans. Mais par contre, la différence, c'est qu'au lieu de s'adresser à des micro-entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des indépendants, on commence à s'adresser plus à des plus grosses entreprises. Donc, on va plus dans du euh, petite et moyenne entreprise, Mhm. puis même plus haut que ça, finalement, mid-market à du enterprise. OK. OK, fait que c'est complètement un cycle différent, là. C'est Parce complètement qu'à un même cycle vendre à une différent. SMB puis vendre à du Enterprise, c'est pas la même chose non plus. Pas du tout, tu sais. Les besoins sont pas les mêmes, puis les régulations non plus sont pas les mêmes, surtout en finance. Tu sais, tu dois Ouais. être, c'est SOC 2 compliant, Ouais. fait que, tu sais, il y a ces éléments-là à garder en tête finalement, mais ce qui fait en sorte que le marché des micro-entrepreneurs est très difficile au niveau de la distribution. Tu règles un gros problème, mais la distribution reste qu'elle est difficile. C'est difficile d'aller chercher, puis Ouais. même, tu sais, quand, je veux dire, en marketing, là, nous, on les a déjà calculés, les chiffres. Le coût d'acquisition du client était à 50% de ce qu'il nous rapportait quand il restait sur la plateforme. Mais ça veut dire que j'ai pas énormément de jeux pour tout ce qui est Ouais. churn, j'ai pas énormément de jeux pour tout ce qui est, tu sais, les problèmes qu'il peut rencontrer. Donc, à partir du moment que tu t'en vas un peu plus gros comme entreprise, déjà, tu dégages un peu plus de fonds, tu dégages un peu Mhm. plus de budget, tu dégages aussi des gens qui tu vas pas les appeler, surtout dans les débuts là, avec l'application, on appelait les gens, ils étaient tu étais tout le temps dans leur voiture en train de se déplacer d'un endroit à l'autre parce qu'ils travaillaient. Là, tu as des gens qui sont un peu plus dédiés aux opérations, qui sont un peu plus dédiés aux finances de l'entreprise, que c'est leur travail d'optimiser les processus. Donc, Fait il y que a un tu es peu en plus train de jeu d'apprendre finalement. qu'il y a des clients avec qui tu as envie de travailler plus que d'autres. Ben, Kind sincèrement, of. oui. Tu sais. Le Moi, cycle, I mean, je comprends parfaitement. Je vends à ce prix-là, ben, puis c'est on ça, tu sais, t'appelles quelqu'un, puis la personne, t'as l'impression de la déranger, c'est pas agréable pour personne, finalement, tu sais. À Mhm. partir du moment que, tu sais, nous, on s'est appelé, même hier, je te posais une question qui était un peu plus, euh, sincèrement, une vraie question que j'avais par rapport à tout ce qui est au niveau opération puis finance, puis on a pu avoir une discussion, puis ça, c'est agréable, tu sais, on peut prendre un 10 Mhm. minutes pour en discuter, puis voir. Fait que, ouais, je dirais que de moi, d'un point de vue plus personnel aussi, Ouais. je suis d'accord avec toi, il y a des clients avec qui tu as envie de travailler. Puis moi, personnellement, ça me rejoint plus dans ce modèle d'affaires-là. Je m'en rends Mhm. compte depuis peu, en fait. Tu sais. Non, c'est super intéressant comme réalisation. J'ai eu un truc que j'ai testé il y a une couple de mois, puis je suis arrivée à comme la même conclusion essentiellement, genre, j'avais pas envie de travailler avec ce type de client-là. Puis, tu sais, c'était pas un. Il n'y avait pas de fit au niveau de ce que ça impliquait pour vendre à ces gens-là, puis travailler avec ces gens-là, par rapport à la valeur de ce que j'étais en train d'essayer de bâtir, tu sais. Puis c'est un truc qui est intéressant parce que des fois, les gens sont comme, ah, ben, n'importe quel client, c'est le bon client. Puis je suis comme, non, c'est pas parce qu'ils sont willing de te payer que c'est des bons clients pour toi, tu sais. De prendre de l'argent de quelqu'un qui n'a pas envie de prendre de l'argent, je trouve que c'est ce qui est le plus weird, en fait, que tu peux faire parce que c'est sûr ça va te kickback dans le futur. C'est sûr que comme tu. Mhm. Puis la réalité, je parle d'une expérience personnelle, les gens qui gossent tout le temps sur des détails, c'est correct d'aller Ouais, chercher comme, tu sais, de répondre adéquatement à la personne, de répondre adéquatement à son problème, d'avoir quelque chose qui. Mais il y a des gens que tu vois, moi j'ai l'impression que ça sort finalement de ce qu'une relation qui est vraiment du je t'aide, puis tu sais, on s'aide, c'est une collaboration. Par exemple, tout ce qui ouais, est c'est supposé être une collaboration au final, là. Tout ce qui est dans une entreprise. Oui, peut-être qu'il y a un échange d'argent, mais à un moment donné, c'est parce que tu l'aides, puis de cette façon-là, elle t'aide aussi, tu sais. Puis, mhm. mais plus les gens fatiguent sur des fois des choses qui sortent de ça, moins euh, ça va juste compound avec le temps, en fait. Ça va juste s'ajouter, 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 puis ça finit par quand même tomber à l'eau. Puis, je sais pas. Mais c'est la même chose que toi, là. Mais c'est cool que tu sois rendu à un point où tu aies figure out ce bout-là. Je pense que quand tu figure out, parce que savoir avec qui tu veux pas travailler versus savoir avec qui tu veux travailler, tu sais, c'est comme pas parce que tu veux travailler avec eux que tu veux nécessairement travailler avec les autres, you know?
Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est un processus qui est super important. Puis tu sais, j'ai eu une conversation récemment avec quelqu'un qui était comme, il faut que tu sois capable de tu sais, réduire ton, tu sais, par rapport à, mettons, comme une liste des industries, c'est comme, OK, mais il faut que tu en choisisses juste trois. Puis je suis comme, mais choisir trois industries comparativement à, comme, tu sais, la wild array. Puis surtout moi, que je suis une généraliste, que je fais comme de la comptabilité, on s'en fout si c'est de la comptabilité pour une compagnie de mode ou une compagnie qui fait du SaaS, tu sais, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a comme cette question de focus qui est, I Ouais, think, je pense, la chose la plus difficile pour les entrepreneurs, là. Surtout les gens plus jeunes qui n'ont pas. ils ont I moins mean, pas parce d'expérience. que tu es jeune, toi, mais je veux dire, en général, moi, ce que je vois, c'est que les gens ont peur de manquer quelque chose, puis ils se ramassent à dire oui à tout, à leur Ouais. détriment, tu sais. C'est drôle Euh, parce que tu disais que tu es une généraliste. Puis personnellement, j'ai tendance à croire que dans notre société, on se surspécialise beaucoup trop. mm, Mais en même temps, je dirais que il y a des moments où on devrait plus focus, il y a des moments où on devrait plus se 100%. spécialiser. Puis dans la recherche, mettons le fameux ICP, là, Ideal Customer Mhm. Profile, mais c'est un des endroits. Par contre, et puis c'est drôle parce que je lisais un article ce matin qui faisait la. euh, je reviens dans 2 secondes dessus, mais l'idée derrière étant que finalement, quand tu commences à trop te concentrer finalement sur finalement des personnes qui sont trop différentes, tu sais, quand tu essaies au niveau de même de la comptabilité, etc. Je m'en allais un peu nulle part avec ce que j'allais dire, mais mon point étant que finalement, quand tu crées finalement ton client typique que tu cherches, Ouais. l'idée, c'est vraiment d'être capable de se dire, ouais, cette personne-là, finalement, non, moi, je la couperai au montage, cette partie-là. Parce que non, mais le point étant juste que on commence avec une hypothèse, puis c'est un peu notre cas actuellement. On commence avec une hypothèse. Après ça, Ouais. on essaie de définir cette personne-là, mais sans data, c'est impossible de le définir. Et puis, on est tout le temps en train de dire, OK, ben, cette personne-là, ça correspond mieux. J'ai-tu besoin d'aller voir un CFO? J'ai-tu besoin d'aller voir quelqu'un qui est un peu plus dans tout ce qui est vente, etc. Puis, c'est quelque chose que tu peux essayer de créer comme le plus tôt possible, de te concentrer le plus tôt possible, mais c'est difficile en même temps de se faire sans aucune idée finalement de comment que la personne va répondre. Fait que, oui, il faut se concentrer rapidement, mais à partir du moment où ça devient trop, tu sais, t'as pas expérimenté, t'as pas appelé ces personnes-là, tu vas même pas être capable d'y répondre correctement à cette personne-là. Fait qu'il faut juste Mhm. que tu sautes aussi dans le bateau. Il y a comme un équilibre qui est extrêmement difficile à avoir. Puis même Ouais. personnellement, je suis dans ce défi-là actuellement d'avoir cet équilibre-là. Puis je trouve que c'est impossible de dire bah, quand est-ce que j'ai trop attendu pour définir mon ICP, puis quand est-ce que je suis sauté trop tôt dans le bateau, puis Mm. finalement, puis je m'adresse à tout le monde, tu sais. Fait que c'est plus dans cette optique-là que je voulais mentionner, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est intéressant le timing. I mean, comment tu fais. I mean, OK. Fait que là, où est-ce que tu en es par rapport à maintenant? Je pense que c'est quand même clair, là, la discussion de trouver la masse critique, I guess, essentiellement. Euh, c'est quoi? Je pense que c'est peut-être aussi même un bon dernier sujet. Je vois l'heure qui passe là. Si vous êtes encore là, by the way, puis que ça fait 48 minutes que vous nous écoutez jaser, je vois les chiffres des gens qui arrivent et qui se promènent dans nos lives. Faites-nous un coucou, dites-nous si vous avez des questions avant qu'on wrap. Ce serait cool pour Christophe ou Amine pour moi, ou les deux. Christophe, qu'est-ce que tu as besoin pour avancer? C'est quoi en ce moment comme la plus grosse épine dans ton pied? S'il y a des gens qui sont là, qui connaissent quelqu'un qui a besoin, ou tu sais, comme. C'est quoi qui. Tu sais, là, parce que tu m'as dit, OK, 12 mois, j'ai jamais vu 12 mois en avant. Fait que si on dit 3, 6 mois en ce moment-là, il y a cet enjeu de distribution que tu es en train d'essayer de figure out. Ça a l'air de quoi la suite après pour toi? Qu'est-ce qui peut t'aider à avancer? Actuellement, on est vraiment dans une phase de validation. C'est drôle là, de dire ça après 3 ans, puis après être Mhm. positionné comme une des meilleures plateformes finalement sur les stores, puis d'avoir comme ce qui d'un point de vue externe peut sembler comme étant une voie directe quasiment vers ton succès. Mais tu sais, à l'interne, tu te poses tout le temps ces questions-là. Et puis, actuellement, on est vraiment dans une phase de validation pour tout ce qui est SMB, pour mid-market, puis pour enterprise, au niveau des finances. Une hypothèse sur laquelle on travaille actuellement, c'est particulièrement dans les tâches administratives, quand c'est le temps de venir
valider les comptes payables au niveau des fournisseurs. Puis on en a parlé un peu hier. C'est quelque chose qui, tu sais, c'est en 2013 puis 2015, tu comme Meta qui s'est fait coder pour 120 millions, si je ne me trompe pas, 125 millions par un fournisseur externe. Il y a comme ce processus-là en ce moment Hmm. que les gens ont pas mis en place, ou juste les grandes entreprises ont mis en place, mais qui coûte excessivement cher aux entreprises. On a trouvé une façon de pouvoir le valider, mais de façon instantanée. Et puis Mhm. actuellement, on est dans une phase de validation où on regarde avec les entreprises c'est quoi leurs besoins. Est-ce qu'ils ont ces besoins-là, justement, de combien de temps qu'ils mettent à faire cette vérification-là, finalement, le three-way verification, où ils vont avoir comme, OK, c'est la facture que j'ai reçue était associée à un bon de commande et tout. Puis, c'est vraiment dans l'idée d'explorer au niveau de ce marché-là qui, nous, dans notre contexte, a jamais été dans notre marché cible, finalement. Ouais. Actuellement, là, puis tu vois, hier, j'avais comme, je pense, 8 rencontres où je parlais avec des propriétaires d'entreprises ou même des freelancers, des différents stades au niveau de la grosseur. Puis mon après-midi est dédié à ça aussi. On est vraiment à la recherche de poser des questions pendant comme 15-20 minutes à un CFO ou à quelqu'un qui est responsable du pont entre opération et finance, du département opération et du département finance. Là. OK. Puis, y a-t-il des industries en particulier à laquelle tu t'intéresses plus ou pas? Particulièrement tout ce qui est retail, ce qui est même, tu sais, le e-commerce, tout ce qui nécessite justement cette gestion finalement de bons de commande, de vérification avec les factures, puis il y Fait a que des aussi business de que produits. beaucoup dans les business de produits qui ont aussi qui ont ressenti finalement ce temps-là. Tu sais, on parlait d'une entreprise hier qui disait bon, ben, moi, ça me prend 5 à 10 heures par mois juste faire vérifier que tout est en ordre, etc. Ben, comme Mhm. si c'est quelque chose qui se vit aussi dans un autre secteur d'activité, Ouais. ça nous concerne aussi, mais même dans les services, on a vu finalement un intérêt. Tu sais, dans les entreprises de consultation, on a vu cet intérêt-là aussi. Là. Hmm. Puis, OK. Fait que là, en ce moment, fait que tu veux CFO ou, CFO, relié au marketing, chef au niveau des opérations, quelqu'un qui a été témoin finalement de ce trou-là entre opération et finance. À partir du moment où que tu reçois une facture, que tu dois aller poser la question au département d'opération pour avoir ta réponse pour payer ton fournisseur, ben ouais. c'est ça qu'on vient jouer. Fait que tout le monde qui est comme que cette structure-là, ou même à plus petite échelle, qui doivent le faire individuellement, c'est là-dedans qu'on Mhm. joue actuellement. Là. Ouais, j'imagine qu'il y a aussi un enjeu de grosseur de compagnie, là, parce que je pense que le processus de payer des fournisseurs puis tout ça, ça implique que tu dois avoir une équipe somewhat avec des départements aussi, ce qui n'est pas le cas d'une compagnie qui fait 300 000 de ventes avec 3 employés. Non, mais en même temps, si tu es dans le retail, tu dois quand même faire ces tâches-là de toute Ouais. façon. Tu reçois ton stock, tu dois quand même ouvrir, tu dois quand même à la fin du Mhm. mois vérifier ou à la fin de chaque semaine, dépendamment de comment tu fonctionnes. Fait que quand même, ces besoins-là sont à différents niveaux, puis on est en train d'évaluer justement à quel niveau qu'on les retrouve. Tu sais. OK. Ouais, super intéressant. Cool. Est-ce qu'en ce moment, il y a d'autres choses là, cette semaine là, comme game changer pour toi? Là, tu me dis, OK, fait, ton app est encore en ligne, Fizzle. Les gens peuvent. Est-ce que vous le supportez? Est-ce qu'il y a un plan en ce moment de. Tu sais, vous continuez à travailler sur ces deux business-là en side by side, ou comme la business et C'est l'autre sûr que côté que vous nous, on validez? maintient tout le temps les softwares, oui, c'est sûr qu'on va le Mhm. maintenir là. Puis dépendamment de comment que ça. Tu sais, c'est tout le temps, on explore un 2 semaines quelque chose, on explore un 2 semaines, mais Mhm. en parallèle, tu avances le reste, Oui. fait que, oui, c'est sûr, ça va être maintenu là. OK. Puis, fait que là, c'est pour. Ça, c'est vraiment plus pour des gens qui. On peut mettre le lien dans les commentaires, I guess, sur la liste maintenant, si tu veux. Tu ne pourras pas le faire de StreamYard, mais il faut que tu ailles dans LinkedIn. Si vous voulez investiguer, puis vous êtes travailleur autonome, puis que la comptabilité vous fait chier. Euh, I mean, j'en parle. C'est un truc incroyablement. C'est un point de friction super gros, je pense, pour les travailleurs autonomes. Moi, je le vois énormément. Là. Puis là-bas, les entrepreneurs à qui je travaille, la comptabilité, c'est comme une résultante de jeu de business, puis un fardeau plus qu'autre chose. Là. Fait qu'il y a définitivement un très, très gros pain de pointe à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent comme ah ben je sais que je devrais le faire, faut que je le fasse, mais quand t'as pas de connaissances dans le domaine, c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi, amis qui existent, qui sont là pour les supporter aussi là-dedans. Mais tu sais,
c'est comme une étape qui est. C'est pas ça que tu veux faire. Tu t'es pas levé un matin pour dire je veux lancer mon entreprise, puis je veux faire la comptabilité derrière. Là. Je veux dire, moi Mhm. aussi, je suis une personne qui faire la comptabilité de mon entreprise, c'est pas quelque chose que j'aime non plus. Tu sais. Ouais. Même si on est dans le domaine pareil, c'est plus l'aspect d'optimiser les flows, mais c'est comme un besoin que tout le monde a au final. Tu sais. Dernière question avant que je te laisse retourner à ta journée de validation. Est-ce Ouais. que tu utilises tes propres softwares pour tes propres besoins? Est-ce que ça l'a rendu la tâche plus facile pour toi? Et Genre, est-ce oui, que mais ça c'est t'a sûr rendu que moins overwhelmed à l'idée de le faire? oui, oui, on utilise. En fait, on a tout le temps fait nos propres softwares, même pour tu sais, des outils qu'on avait besoin. Tu sais, Maison? Ouais. sur des notifications, on a tout le temps fait nos propres softwares parce qu'on avait plus confiance dans nos softwares. Là. On a tout le temps eu beaucoup de. Ça n'a pas été un problème à ce niveau-là. C'est sûr que tu sais, c'est dire l'application mobile, c'est pas c'est pas pour une entreprise de technologie, c'est pour une Sure. entreprise de service. Par contre, je fais une loupe justement avec l'introduction de qu'on a parlé un peu plus tôt de où est-ce que ça vient, Fitzgerald. Mhm. Ma mère est encore une des utilisatrices aujourd'hui. Elle qui avait son entreprise de service, puis pour qui qu'on le faisait. Elle avait aussi des centaines, puis même je dirais des milliers probablement qui l'utilisent en ce moment. C'est encore utilisé par ces personnes dans les entreprises de service. Fait que moins pour nous qui est directement en technologie, mais sur le terrain, c'est quand même utilisé. Hein. Tant mieux. Mais I mean, ça, la valeur pour quelqu'un, à the end of the day, c'est cool. Là. Puis si vous avez une Ouais, suite c'est de ça l'idée. produits à C'est ça terme, l'idée. puis c'est cool aussi parce que ça veut dire que si tu caters à différents types de produits, différents types de clients, ben, il y a peut-être quelqu'un qui peut évoluer de Fizzle vers l'autre produit après qui va devenir, Ouais. tu sais, t'es plus un freelancer, t'es une compagnie. I mean, c'est cool parce que ça te permet d'avoir plus de rétention. Puis de... Il y en a plusieurs dans le freelance qui développent leur entreprise, ça grossit. Fait qu'effectivement, management consulting, c'est quand même dans les secteurs d'activité à courir. Là. Fait que, ouais. Très cool. Je suis vraiment contente qu'on ait pris le temps de faire ça. Si vous avez des questions, il reste 2 secondes. Non, peut-être 30, mettons. Là. Je vais donner un peu de secondes, un peu de temps. Il y a encore quelques personnes qui sont là, qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis tout le long. Merci beaucoup. Christophe, et merci de ton ouverture. Merci de ton temps, de ton knowledge. Ça a été super intéressant. Moi, j'ai appris plein d'affaires aujourd'hui. Puis, je suis vraiment contente que tu te sois prête au jeu. Si vous avez des questions pour Christophe ou vous êtes intéressé à tester Fizzle ou participer, vous êtes CFO puis vous voulez l'aider à faire un petit peu de validation, son profil est dans l'événement, mais il va aussi mettre le lien vers le App Store dans les commentaires du vidéo en tout. Puis, c'est ça. Merci beaucoup à vous autres. Bonne Merci, journée. Amélie. Bye. Bye.